Bonjour et bienvenue à nouveau sur ce cours d'auteur contemporain. Euh, on va enchaîner donc sur la troisième séance, et cette troisième séance va être consacrée, comme d'ailleurs la quatrième, à la au deuxième grand chapitre que je vous ai annoncé, à savoir la question de la société actuelle et de ses particularités en tant que société des individus, tel que on va le décrire et l'analyser. Et cette société des individus participe de ce que on peut appeler la nouvelle modernité ou l'hypermodernité. Je vous donnerai quelques éléments pour mieux comprendre ce en quoi on parle de nouvelle ou d'hypermodernité. Et s'agissant donc de cette contemporanéité des formes sociales. L'idée étant que, d'une part, la société s'est transformée de façon assez remarquable dans ses fondements, dans son fonctionnement, dans ses principes, au cours des 30 ou 40 dernières années, et que la question de l'individu est devenue une question centrale dans l'organisation sociale, ce qui n'était pas nécessairement et même pas du tout le cas auparavant. Euh, donc transformation des formes sociales, du système social et de ses principes fondateurs, mais dans un même temps et par conséquent, évolution des théories interprétatives du social, du système social, des sociétés, puisque si la société évolue, eh bien, il faut des nouveaux schémas interprétatifs pour en rendre compte, ou, si vous préférez, des nouvelles théories. Et donc, c'est un peu les deux qu'on va voir, à la fois la transformation de ces sociétés et, bien sûr, la manière dont ces nouvelles théories en rendent compte, les analysent, les interprètent et permettent de comprendre les nouvelles logiques qui habitent la société actuelle dans ce que l'on peut appeler la nouvelle modernité. Donc avant de rentrer dans ces considérations sur les transformations et sur la société actuelle, il faut se faire une petite piqûre de rappel par rapport à des choses que vous avez sans doute déjà vues dans d'autres cours de première ou de seconde année, par rapport à ce qu'est l'individu, la place de l'individu dans les sociétés classiques, disons, traditionnelles et modernes. Et quand on dit moderne ici, c'est la modernité du XXe siècle, qui est donc déjà dépassée. Ce statut de l'individu, du point de vue en tout cas de la sociologie, est tout à fait en retrait. C'est-à-dire que les individus, ou l'individu, on verra que ce n'est pas tout à fait la même chose, l'individu n'a pas de fonction sociale majeure. C'est-à-dire qu'il est juste le support des rapports sociaux. Ça n'est pas l'individu qui influe, qui décide des formes que prenne le système social. Le système social s'impose aux individus par un processus qui a été bien montré et argumenté par Émile Durkheim en son temps, c'est-à-dire à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Émile Durkheim est mort il y a une centaine d'années, en 1917, pendant la guerre. Et c'est lui qui apporte ces idées que finalement les comportements individuels sont entièrement induits par le statut, par le rôle, par la position qu'ont les personnes dans le système social, et que leurs actions et leurs pratiques, si elles peuvent avoir l'air individuel, participent en réalité d'un processus collectif que lui appelle la conscience collective, c'est-à-dire le fait que dans chaque individu s'imprègnent les logiques du système social qui font qu'il se comporte en conformité avec
ce qu'on peut attendre de lui compte tenu du statut qui lui est assigné, du rôle qui lui est assigné, de la position dans la structure et les hiérarchies sociales, et que tout ce qu'il y fait en termes d'action de pratique est surdéterminé par cela. C'est ce que les anthropologues, vous avez eu plusieurs enseignements d'anthropologie, donc vous devez bien voir de quoi il s'agit. C'est ce que les anthropologues appellent donc la culture, qui désigne tous ces éléments constitutifs de la pensée et de l'action, qui soient mythologiques ou rituels en matière ethnologique. Durkheim, de son côté, montre que, par exemple, le suicide, et dans cet ouvrage qui s'appelle précisément Le suicide, et bien, le suicide qui apparaît comme quelque chose d'excessivement individuel, personnel, totalement isolé du reste des rapports sociaux, eh bien, n'est pas que le résultat d'un pur processus individuel lié à l'humeur individuelle, mais résulte des rapports sociaux dans lesquels sont plongés ceux qui commettent ces actes suicidaires et participent d'un état de leur conscience et de leur conscience collective par rapport à une morale notamment religieuse à son époque, mais aussi une morale nationale ou une morale par rapport à l'espace professionnel dans lequel ils se trouvent ou par rapport à l'espace familial dans lequel ils sont plongés. Voilà, donc le suicide qui apparaît comme un acte intime, eh bien, même dans l'hyper-intimité, dans le caractère d'une décision ultime que constitue celle de se suicider, participe d'une logique collective, et que l'individu là-dedans est d'une certaine manière victime, si on veut, en tout cas, le résultat de processus collectifs. C'est tout le principe de la sociologie. Et on sait donc que c'est le processus de socialisation, c'est-à-dire d'acquisition de la culture et d'acquisition des façons d'agir, d'être bien à la place qui vous est assignée. C'est ce processus de socialisation qui fait que l'individu participe de cette conscience collective, participe de cette culture et est, du point de vue sociologique, d'abord un membre d'une société, comme on est le membre d'un corps social, le bras, la main, la jambe, etc., et qui n'a de sens que par rapport au collectif. Alors, cette notion de socialisation s'est prolongée dans la notion d'habitus, qui a été développée cette fois-ci plutôt à la fin du XXe siècle, notamment par un auteur comme Pierre Bourdieu, que j'ai déjà cité ici, et qui est un des grands théoriciens de cette fin du XXe siècle en sociologie. Et Bourdieu donc, développe le concept d'habitus en tant que ce serait un schéma mental qui structure l'action et qui structure l'action dans la structure sociale. C'est-à-dire que ça permet aux acteurs, ou plus exactement dirait-il aux agents sociaux, individuels ou collectifs, d'agir en conformité avec les attentes de la structure sociale et aussi, dès lors qu'il agit en conformité avec ses attentes, dès lors qu'il met son habitus en œuvre dans l'action sociale, dans l'organisation sociale, en participant aux institutions, eh bien, il contribue à produire et donc reproduire le système social comme structure ou la structure sociale comme système. C'est un peu la même chose. Voilà, donc ça, c'est le schéma principal de la sociologie classique qui est sans doute adapté à l'analyse des sociétés traditionnelles. Donc ce qu'on appelle ici sociétés traditionnelles, c'est, disons, les sociétés qui prévalaient avant le XXe siècle, mais aussi aux sociétés qui, au XXe siècle, existent dans un certain nombre de régions exotiques du monde, où il y a des sociétés de type traditionnel que l'ethnologie ou l'anthropologie étudie. Donc ça, ce sont les sociétés traditionnelles. Et puis
Ce qu'on a appelé ici les sociétés modernes, ce sont les sociétés du XXe siècle qui sont modernes dans la mesure où les grandes structures familiales ne s'imposent pas à eux, mais également parce que l'économie et le système social permettent une société beaucoup plus ouverte, avec beaucoup plus de circulation, non seulement dans l'espace, mais dans l'espace social et dans l'espace économique, et de circulation en général entre les familles, par exemple, qui fait que la société est beaucoup plus éclatée, mais que pour autant, l'individu n'est pas encore au centre. On verra plus tard et dans quel cadre cela se confirme. Voilà, donc ce sont les théories classiques. Et l'idée, on va le voir, c'est qu'aujourd'hui, elles ont du mal à s'appliquer car on est entré dans une société des individus dont on va voir en quoi elle consiste. Mais on va d'abord voir, en premier lieu, avant d'entrer dans le vif du sujet, en quoi elle ne consiste pas. Parce qu'il y a une série de théories sociologiques de l'individualisme qui sont significativement différentes de celles dont je vais vous parler, qui analysent la société des individus, ce qui n'est pas la même chose que l'individualisme. Donc l'individualisme est une notion à la fois du sens commun, on serait dans une société individualiste, mais on verra que ce n'est pas de cela dont il s'agit. Et puis, dans un même temps, c'est-à-dire à l'époque, pendant le XXe siècle, à la fin du XXe siècle, des théories sociologiques se sont élaborées autour de l'idée d'individualisme, et notamment donc la théorie dite de l'individualisme méthodologique, qui a été portée en particulier par Raymond Boudon, qui est un sociologue de premier plan en France, en tout cas, et qui était un peu l'adversaire ou aux antipodes de la thèse de Bourdieu, qui considérait Bourdieu que les structures sociales s'imposent aux individus. Raymond Boudon est exactement au pôle opposé, hein, puisqu'il considère que les individus sont au principe du système social et que le système social n'est rien d'autre que le résultat de l'agrégation, c'est-à-dire de l'addition, de la rencontre, voire de la coordination et des actions individuelles qui reposent sur des choix individuels et qui, pour leur part, reposent sur des stratégies individuelles. Donc la société, c'est l'addition des choix individuels qui donnent lieu parfois à des résultats qui ne sont pas conformes aux stratégies que les individus mettent dans leurs actions, mais qui en sont néanmoins le résultat. Donc c'est une théorie qui considère un principe de base qui est celui de l'homo sociologicus. Ça veut dire quoi l'homo sociologicus? C'est l'équivalent pour la sociologie de l'homo economicus, vous l'aurez compris. C'est donc un humain, un être social qui est doté d'une rationalité de l'action, qui, comme vous pouvez le lire, qui optimise ses intérêts dans l'action et dans ses choix, et des choix qui, comme je l'avais dit, résultent de stratégies pour optimiser ses intérêts et non l'application de normes culturelles ou de pratiques culturelles. Donc, c'est l'équivalent de l'homo economicus, c'est-à-dire d'une certaine type de théorie économique, qui présuppose que chaque personne, disons, chaque individu, dans ses actions économiques, que ce soit le travail, la production, ou que ce soit dans la consommation, ou dans l'acquisition de biens en tout cas, le fasse de manière parfaitement rationnelle, c'est-à-dire en établissant le meilleur prix en fonction
de ce qui existe sur le marché, de la rareté, et d'une part, du produit, et d'autre part, de l'intérêt qu'il peut avoir soit pour, comme investissement pour permettre de produire davantage, soit pour les usages de la vie quotidienne qu'on peut avoir. Voilà, donc cette idée d'un être économique qui calcule au mieux et qui fait que l'économie fonctionnerait sur un modèle de l'équilibre d'un marché qui serait régulé simplement par l'offre et la demande. C'est le principe de l'homo economicus. Et Raymond Boudon développe une théorie équivalente en sociologie, non plus pour des processus économiques ou pour des objets économiques, mais pour des processus sociaux et des objets ou des enjeux sociaux. L'un des exemples célèbres qu'il développe, comme vous le savez peut-être pour l'avoir vu l'an passé, c'est parce que c'est pour le choix de l'orientation scolaire des enfants. Eh bien, ce choix se fait dans un calcul, d'après Boudon, entre l'intérêt le meilleur des enfants et le risque qu'il court, notamment s'il n'a pas assez de ressources pour poursuivre ses études, que ce soit des ressources financières, mais aussi des ressources culturelles, etc., cognitives, pour poursuivre ses études au-delà d'un certain seuil. Moyennant quoi la sélection scolaire et la sélection, par conséquent, sociale, se ferait suite à des stratégies, en résultant de stratégies individuelles, et non pas de structures qui s'imposeraient, de structures sociales, scolaires, culturelles, etc., qui s'imposeraient à chacun. Voilà donc pour la théorie de l'individualisme méthodologique qui n'étudie pas la société des individus, mais qui en quelque sorte la préconise, ou qui en tout cas considère que toute société est une société des individus. Autre remarque préliminaire avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de savoir en quoi consiste la société des individus, quelles sont ses rationalités, ses principes, et ne pas confondre donc société des individus avec une société individualiste, avec l'individualisme, l'égoïsme, l'absence de respect de l'autre, etc. Tous ces aspects-là sont présents dans le sens commun. On a l'impression, c'est un discours qu'on entend, et qu'aujourd'hui, tout le monde est égoïste, que tout le monde ne sert que ses propres intérêts, que c'est ça qui est valorisé socialement, et qu'on ne connaît pas son voisin, et qu'on ne le connaît que pour des questions qui sont des questions, disons, économiques ou comme la copropriété, etc., ou pour optimiser ses intérêts, mais pas pour une liaison, un lien personnel qui n'aurait pas d'autre objectif que simplement le fait de partager la même société, le même espace, etc. Bon. Et cette idée est assez erronée, enfin elle est totalement erronée, c'est-à-dire qu'il y ait de l'individualisme, de l'égoïsme dans la société, c'est peut-être vrai. En tout cas, il y a un individualisme renforcé, c'est ce qu'on va voir, mais celui-ci ne signifie pas qu'on ne s'intéresse pas aux autres, qu'on n'a rien à voir avec les autres, qu'il n'y aurait plus d'amitié, qu'il n'y aurait plus de liens familiaux, qu'il n'y aurait plus de respect des autres, mais que tout ça est soumis à un nouveau régime, en quelque sorte. Hein. Et que notamment, dans une société des individus, les autres individus, l'autre, n'existe comme étant doté d'une réalité sociale individuelle qu'en tant qu'individu. C'est-à-dire que si je rencontre quelqu'un pour faire commerce avec lui, eh bien je rencontre cette personne en tant qu'elle est une personne et en tant qu'elle a un nom, une identité sociale personnelle, etc., et que je vais établir une relation de personne à personne. Les autres n'étant pas pertinents dans la situation. Ils n'ont pas d'existence.
Alors que dans une société traditionnelle, ce qui m'intéresse chez l'autre, la relation que je vais établir avec l'autre, n'est pas une relation d'individu à individu, mais peut-être de statut à statut, c'est-à-dire de statut de client à statut de commerçant, d'un statut d'employeur à celui de salarié, ou de père vis-à-vis de sa fille, ou de mère vis-à-vis de ses filles ou de ses fils. Enfin bon. Et peu importe, de statut à statut, et c'est cela qui va structurer les rapports sociaux. Et donc, l'autre, on ne le considère pas autre comme un individu, on le considère autre comme étant membre d'un collectif doté d'un statut. Ce qui permet de considérer beaucoup plus d'autres, y compris les inconnus, puisque ces inconnus sont des membres de collectifs, sont aussi des gens porteurs d'un statut et d'une valeur. Ce qui a pour conséquence, par exemple, comme on le verra, que dans la société moderne, il pouvait y avoir une solidarité entre tous les ouvriers, qui faisait qu'on avait un syndicalisme très fort, on avait des partis politiques qui se prévalaient de défendre les intérêts de la classe ouvrière. Et ce qui intéresse, ce n'est pas les individus entre qui sont ouvriers ou pas, c'est les membres de cette classe ouvrière en tant qu'ils sont ouvriers, et d'ailleurs qui se revendiquent comme tels, se revendiquent d'abord comme membres d'une classe ouvrière, avant de se revendiquer en tant qu'individu. Monsieur un tel ou monsieur autre tel. D'où la moindre importance, par exemple, dans les systèmes communistes, de la personnalité ou de l'identité individuelle, qui doit être entièrement soumise à la cause collective. Voilà, donc c'est un peu compliqué aujourd'hui, surtout si on n'a pas connu cette époque antérieure, de pouvoir considérer que les individus s'en remettaient à leur statut et à leur collectif, et que leur personne n'avait pas, c'est-à-dire ce qu'ils sont à titre strictement personnel, en tant que personne différente d'une autre, en tant qu'individu différent d'un autre, que ça n'avait pas beaucoup de valeur sociale. Et ce qui a de la valeur sociale, c'est d'appartenir à un collectif. Mais pensons bien, puisque nous sommes toujours dans le centenaire de la guerre de 14, que quand en tout cas dans la première vague des poilus qui sont allés sur le front défendre la patrie, ils étaient prêts à mourir pour la patrie, et que leur vie, leur individualité avait moins d'importance pour eux que les valeurs de la patrie. Les choses ont sans doute évolué plus tard, quand la guerre s'est enlisée, et le patriotisme, dans sa grandeur, telle que je viens de l'évoquer, a sans doute diminué au fil des années. Mais néanmoins, l'idée de patrie supposait de pouvoir se sacrifier pour sa patrie, que la patrie soit supérieure à sa propre vie, c'est-à-dire à plus de valeur sociale que son individualité. Voilà, hein, donc la société des individus, c'est une société qui donne de la valeur à l'individualité, et qui fait que cette individualité, non pas qu'elle soit objectivement au centre du système social, mais qu'elle y soit subjectivement, c'est-à-dire qu'elle soit pensée comme telle collectivement. C'est-à-dire que collectivement, tout le monde pense que l'individu est important et que c'est ça qui est principal, prioritaire, primordial, etc. Et que si on tend à le penser, ça tend à devenir réel. Mais ce n'est pas parce que ça tend à devenir réel qu'on est pour autant dans une société de l'individualisme au sens que pouvait lui donner Raymond Boudon. Alors, la société des individus a été théorisée par de nombreux auteurs depuis une quarantaine d'années maintenant, voire plus. Hein. Les premiers travaux qu'on peut retenir et qui ont donné le ton, qui ont mis au jour, en quelque sorte, ces principes au tout début de l'apparition de cette logique. C'est donc ce sociologue qu'on a déjà vu en L1, qui s'appelle Norbert Elias, qui est un sociologue d'origine allemande, mais qui a travaillé en Angleterre, aux États-Unis et en Hollande, donc
très cosmopolite, et qui a écrit ces fameux ouvrages sur la civilisation des mœurs, et qui montre comment, dans le temps, dans l'histoire, eh bien, la moralité s'impose à toute la moralité, notamment la moralité civilisationnelle, c'est-à-dire les mœurs, les pratiques, les bonnes pratiques, etc., s'imposent dans toute la société, alors qu'elles n'étaient propres que à l'aristocratie dans un premier temps, puis à la bourgeoisie, puis à la petite bourgeoisie, puis à l'ensemble de la population qui adhère et développe les mêmes valeurs. Et Norbert Elias donc conclut un peu sa théorie par l'émergence dans la période donc postérieure aux années 60 d'un nouveau modèle social qui est celui de la société des individus. Il intitule son ouvrage très précisément et très simplement La société des individus. Vous pouvez le consulter, c'est un ouvrage très théorique tout de même et abstrait, mais qui était précurseur en la matière. L'autre auteur qui, lui, était plutôt un anthropologue, s'appelle Louis Dumont, était français, pour ce qui le concerne, et donc il écrit un ouvrage, il était spécialiste des sociétés non individualistes, précisément, très collectivistes, et notamment de l'Inde et des systèmes de caste en Inde, mais à partir de l'étude du modèle indien, il étudie les modèles occidentaux qui sont non castés et qui tendent vers un idéal de la liberté individuelle et de l'égalité. Il écrit notamment une somme assez importante qui s'appelle Homo Equalis, qui est extrêmement théorique et abstraite, mais un petit ouvrage plus abordable qui s'appelle Essai sur l'individualisme contemporain, et qui pose les premiers jalons de cette théorisation de la société des individus en même temps que Norbert Elias. Donc de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit donc d'un processus d'évolution historique. On ne peut pas comprendre la société des individus actuelle sans la mettre en perspective historique, c'est-à-dire dans les transformations qui se sont opérées dans le temps. Et donc c'est l'évolution des rapports sociaux qui est en cause, et l'état actuel de ces rapports sociaux, notamment dans les sociétés occidentales, parce que ce sont principalement elles qui sont touchées, ou en tout cas impliquées dans ce processus, même s'il tend à se diffuser dans l'ensemble des pays par effet de mondialisation. Mais on voit bien comment il y a des résistances très fortes dans certains pays qui cherchent à maintenir une logique beaucoup plus collective et collectiviste, ce qui est une des raisons d'être de l'extrémisme musulman, par exemple, dans certains pays. Eh bien, ce processus dans les sociétés occidentales participe d'un des effets de la démocratie et de l'émancipation que permet cette démocratie vis-à-vis des contraintes sociales, notamment dans le développement de cette démocratie. La démocratie est née au XIXe siècle, dans ses formes institutionnelles, et elle se développe au XXe siècle, mais sans doute qu'à la fin du XXe siècle, elle prend une allure différente, puisqu'il ne s'agit plus simplement d'élire des représentants pour faire fonctionner les institutions, mais il s'agit aussi que ces institutions soient de moins en moins contraignantes pour les membres de la société, et en dernier ressort pour les individus, bien sûr. C'est le sens, évidemment, du mouvement qui atteint son apogée en mai 1968 en France, mais pas que en France, dans beaucoup de pays occidentaux, et même d'ailleurs dans certains pays de l'Est, puisqu'il y a eu le cas en Tchécoslovaquie, etc. Donc,
le processus qui s'enclenche ou qui vraiment démarre dans les années 60, c'est celui-là, c'est la libération, l'émancipation des contraintes, dont un exemple assez significatif est celui de l'émancipation qu'on a appelée l'émancipation de la femme, c'est-à-dire où les femmes s'émancipent. Elles s'émancipent de quoi? Eh bien, elles s'émancipent du patriarcat, c'est-à-dire le fait qu'une femme ne soit rien d'autre que qu'un statut au sein de la famille ou accessoirement au sein d'une entreprise ou d'un autre collectif, mais qu'elle soit assignée à cette position-là, de mère, de femme, au sens d'épouse, ou d'une femme qui doit remplir certaines fonctions sociales ou économiques, et que cette femme-là veut devenir autre chose, veut exister simplement en tant que membre équivalent de tout autre d'une société, en définitive, donc, en tant qu'individu, ayant les mêmes droits, les mêmes caractéristiques, la même valeur, le même statut que tous les autres membres de la société, en tout cas, que les hommes. Et donc, ce processus d'émancipation, dont on retrouve les traces dans le milieu du travail, les salariés veulent être autre chose que des salariés, etc., etc., et bien, développe un idéal d'un individu libre, la libéralisation ou la démocratisation, c'est ça, c'est d'abord un individu qui aurait sa liberté d'agir et de penser, et que ça serait au principe de l'organisation sociale et politique, voire économique. Et cette idée, finalement, qui nous paraît quasi naturelle ou allant de soi aujourd'hui, au début du XXIe siècle, est en réalité quelque chose qui ne prévalait pas avant 1960, disons, avant les années 1960, ou uniquement dans certains milieux très spécifiques, plutôt bourgeois, et qui n'était sûrement pas diffusé dans l'essentiel de la société. Donc, qu'est-ce que la société des individus? Eh bien, la société des individus, c'est pas forcément un système social, ou c'est pas forcément un système social où l'individu serait l'explication de toutes les réalités sociales. Et la société des individus, c'est d'abord une idéologie, une conception partagée, une vision du monde, pour reprendre ce concept de Max Weber, vision du monde, Weltanschauung pour les germanistes, puristes, qui considèrent que finalement l'individu aurait toutes les qualités, qu'il serait au centre de la société et de l'économie et de la politique, qu'il aurait beaucoup de droits et qu'il serait doté d'une subjectivité qui est au principe de tout le fonctionnement de la société et qui porterait les logiques du collectif. Donc la subjectivité individuelle devient l'idéal de la contemporanéité et que on voit bien comment c'est une idée qui était déjà présente dans les idées que portaient les philosophes des Lumières, par exemple, qui ont défendu les idées de liberté, d'égalité, de fraternité, si on veut, mais aussi de droit de l'homme au niveau individuel. Mais ces valeurs sont ici portées à un stade suprême, sont portées à leur extrême, et se fixent sur l'individu qui doit non seulement être un sujet qui, isolément, doit avoir toutes sortes de capacités et toutes sortes de qualités qui font qu'il est le principe de toute l'organisation sociale, mais aujourd'hui, il est porteur d'une valeur suprême, d'une valeur particulière qui n'est réduite à aucune
des autres, c'est-à-dire l'individu n'est plus simplement le membre d'un collectif, il est plus simplement porteur d'un statut, il est plus simplement porteur d'un certain nombre d'actions qu'il est censé entreprendre, c'est-à-dire d'un rôle, mais il est censé prendre des initiatives, innover, avoir une activité qui n'est pas celle des autres individus. Autrement dit, l'individu qui est habité par cette subjectivité eh bien, est censé être quelqu'un, dans le sens où on dit ça c'est quelqu'un. Ça veut dire c'est quelqu'un de spécial, de spécifique, d'extraordinaire. Chacun doit être extraordinaire. Il n'y a plus d'ordinaire. Chacun doit être doté d'une identité personnelle forte, c'est-à-dire avec des caractéristiques personnelles. Et ça se traduit, par exemple, dans tous les phénomènes de consommation, mais de consommation notamment d'apparats, c'est-à-dire de vêtements, de tout ce qui se porte à l'extérieur, les automobiles, etc. Et l'individu doit pouvoir se différencier de son voisin, avoir une voiture différente, avoir des vêtements différents, avoir un maquillage différent, avoir des tatouages différents, avoir toutes sortes de signes extérieurs qui le mettraient en valeur à titre personnel et qui mettraient en valeur sa personnalité. Ce qui fait que tout caractère uniforme apparaît comme extrêmement peu conforme aux attentes et que les uniformes militaires ou les uniformes policiers ou les uniformes en tout genre, qui autrefois étaient portés dans l'espace public, le sont de moins en moins parce que il présuppose que celui qui le porte n'est rien d'autre que le membre d'une armée, d'une police ou de ce qu'on voudra. Ça peut être aussi de la médecine, c'est-à-dire que les médecins ne se promènent pas en blouse blanche, mais qu'ils sont des personnes dotées d'une particularité, d'une identité, etc. Et à tel point que dans le vêtement, on passe de la mode, c'est-à-dire une mode qui pouvait être assez uniforme, si on regarde bien dans les années 60 ou 70, quand la mode se diffuse dans toute la société, eh bien, l'idée c'est que tout le monde soit à la mode, c'est-à-dire porte un peu les mêmes vêtements, les mêmes motifs, etc. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse, chacun doit être porteur d'un look différent, c'est-à-dire d'une allure physique, vestimentaire ou autre, hein, avec toutes sortes donc de signes extérieurs, non pas forcément d'esthétique, mais d'appartenance personnelle, que peuvent être les piercings, les tatouages, etc., et qui font qu'on se différencie des autres par ces caractéristiques qui sont censées être personnelles et non pas partagées. Voilà donc un premier brossage général de ce que peut être la société des individus, notamment sur un plan culturel et idéologique, telle qu'elle se diffuse et telle qu'elle se développe à partir des années 60 et 70 dans les pays occidentaux, en Europe de l'Ouest, bien entendu, en France en particulier, et qui ne cesse de se confirmer au fil des années. C'est une des particularités de cette époque contemporaine. La question qui reste évidemment la plus importante là derrière, c'est finalement si ce phénomène se confirme et s'il est avéré, s'agit-il d'un avantage ou d'un inconvénient? Est-on plus libre? Et si on est plus libre, est-on plus heureux, si on veut? C'est-à-dire que cette liberté permet-elle l'épanouissement et une meilleure vie individuelle, mais aussi une meilleure organisation sociale, un meilleur fonctionnement de la société, l'un n'allant pas sans l'autre, on le voit bien.
Mais cette liberté, au-delà des conséquences spécifiques que nous examinerons, le fait que, par exemple, cette société produit énormément de chômage, d'exclusion ou de processus de ce type, mais y compris chez ceux qui ne sont pas victimes de cela et qui disposent de cette liberté d'action très forte dans leur vie quotidienne ou dans leur emploi ou dans leur vie familiale, etc., et qui ne sont entravés par pas grand-chose, parce qu'ils disposent des ressources nécessaires pour exercer cette liberté, eh bien, cette liberté considérable constitue également une contrainte, d'une certaine manière, dans la mesure où elle s'accompagne d'un surcroît de responsabilité individuelle, bien sûr, c'est-à-dire que un certain nombre de choses où dans les sociétés précédentes, disons, on pouvait se reposer sur le collectif et dire ça n'est pas de mon ressort, ça n'est pas de ma faute, ou on va voir ça ensemble, on va défendre ça ensemble. Eh bien, aujourd'hui, c'est renvoyé à la responsabilité individuelle, qui peut être un fardeau parfois assez lourd à porter, notamment si les conditions font que cette responsabilité est difficile à exercer. Dit comme ça, c'est assez abstrait, mais on illustrera plus tard, notamment avec la question de la famille ou du travail. On voit bien que dans le travail, avoir beaucoup d'autonomie, ça a un côté intéressant dans la mesure où on n'a pas le chef sur le dos, pour utiliser une expression triviale. Mais ça peut avoir un côté, cette autonomie au travail peut avoir un côté problématique dans la mesure où, si on n'a pas le chef sur le dos, le chef est toujours bien présent, ou dans la mesure où il va attendre que des objectifs soient atteints et que débrouillez-vous pour atteindre ces objectifs. Moyennant quoi, la liberté se paye par un surcroît d'autocontrainte qu'on s'impose à soi-même dans le travail ou dans d'autres circonstances, et qui fait que finalement on va travailler plus intensément et on va être plus anxieux par rapport à ce travail, là où celui qui fait sa journée de travail dans une usine, sans autonomie, pouvait, une fois rentré chez lui, ne pas se préoccuper d'autre chose que de sa famille et de sa vie quotidienne, même si elles étaient difficiles. Bien, alors pour bien comprendre le processus en œuvre, il faut avoir en tête une chose importante que j'ai déjà un peu esquissée, mais sur laquelle je veux insister ici, parce que c'est un vrai enjeu du débat théorique en sociologie, qui est que ce processus d'individualisation que je viens de brosser et que je vais développer ne constitue pas vraiment une rupture par rapport au système antérieur, mais en même temps un changement. Il constitue un changement, une évolution, et qui est la suite de cette modernité qui s'est enclenchée dans, disons, la fin du 19e et au cours du 20e siècle, qui était une mise en œuvre des idées des Lumières, c'est-à-dire de Rousseau, Voltaire, Montesquieu, etc., tous ces penseurs, mais aussi d'autres dans les pays anglo-américains ou en Allemagne, au XVIIIe, et qui donc valorisent la liberté individuelle notamment. Mais à un moment donné, cette valorisation de la liberté individuelle prend une allure spécifique. Elle devient vraiment un élément central dans l'idéologie du fonctionnement social. Et donc, il s'agit là on entre, disons, à partir de cette période, donc des années 60-70, dans une nouvelle modernité, c'est-à-dire on est toujours dans cette modernité de la liberté individuelle
de la démocratisation des sociétés, etc. Mais elle prend un tournant, et donc il s'agit d'une nouvelle modernité, qui est une modernité portée à son paroxysme, d'une certaine manière, des valeurs qui sont portées à leur paroxysme, ces valeurs individuelles et de liberté. Et donc, on parlera de nouvelle modernité ou d'hypermodernité, c'est-à-dire que la modernité atteint un stade qui n'est plus celle simplement de la maturité, mais beaucoup plus que ça, de son hyperbole, c'est-à-dire de son état maximal. Pour bien l'examiner, donc, et en comprendre les ressorts, il faut donc s'inscrire en rupture avec tout ce qui constitue la période antérieure, mais qui, en même temps, participe d'une continuité. C'est le paradoxe parfois difficile à transmettre. Donc il y a une dimension de rupture, c'est celle-là qu'il faut bien saisir pour comprendre de quoi il s'agit, s'agissant de la société des individus et de cette hypermodernité. Donc on l'a dit un peu avant, les individus étaient soumis à un rôle social. Et ce rôle social était cadré par des normes, et que c'était ce système normatif qui s'imposait à chacun et qui faisait que on conçoit son rôle, sa position sociale, on conçoit même son existence au monde à travers ces normes et à travers ce qu'elles disent du rapport à autrui. Par exemple, on se pense comme fils d'eux, ou fille d'eux, bien sûr, si on est une femme, c'est-à-dire, d'abord dans le nom, la transmission du nom montre qu'on a une position par rapport à ses parents, mais aussi que des parents à qui on doit respect et qui sont un peu des personnes, disons, qui nous ont fourni le statut dans lequel on se trouve, notamment quand on est jeune. Parce qu'après, d'une certaine manière, en devenant père d'eux ou mère d'eux, on cesse d'être un peu fils d'eux, on change de rôle et on endosse un nouveau rôle. Et puis finalement, toute parenté a son importance. Je pense par exemple être frère d'eux ou sœur d'eux avait eu son importance. On se positionne souvent par rapport à son frère quant à la construction de son destin, par exemple. Mais ça, c'est pour l'espace familial, qui est un espace évidemment très important, puisque la socialisation s'opère dans ce cadre-là. Mais c'est la même chose à l'intérieur du métier ou de l'entreprise. On est membre de ce métier, membre de cette entreprise, et c'est ça qui fait sens. C'est ça qui donne de la valeur, donc d'appartenir à un collectif, qui peut être aussi un parti politique, un syndicat, une association, mais ces associations doivent occuper une place prépondérante, c'est-à-dire que finalement, par exemple, si on est sportif, on peut se considérer comme étant le membre d'une équipe de foot avant toute autre chose. Et que la vie sociale, finalement, est faite de la succession de ces rôles qu'on occupe ou de ces statuts. Et que l'individu, là-dedans, est toujours soumis à un rôle social qui se construit dans le rapport à ces rôles sociaux, tels qu'ils sont définis par les normes sociales.